Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Vous êtes professeur en droit public à Sciences Po, spécialiste de géostratégie. L'un de vos derniers ouvrages publiés en 2023 aux éditions Studirama s'intitule « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Patrick Martin-Genier, la Russie a mené avant-hier une attaque massive contre plusieurs villes ukrainiennes et le bilan est très lourd. 43 victimes, dont plusieurs enfants, près de 200 blessés. De nouvelles attaques russes ont eu lieu la nuit dernière. Cette stratégie de s'en prendre de nouveau à des civils, comment faut-il l'interpréter ? Elle est destinée à semer la terreur au sein de la population ukrainienne, voire à déstabiliser le pouvoir de Volodymyr Zelensky ? Je crois que c'est les deux. Malheureusement, c'est une politique terroriste. La Russie, Vladimir Poutine se comporte comme véritablement des terroristes. Vous vous rendez compte? Aller bombarder une clinique pédiatrique, là où des enfants sont soignés pour des cancers. Vous avez des images terribles d'un bloc opératoire qui est détruit. Il y avait une intervention chirurgicale sur une petite fille de 2 ans. C'est terrible ce qui se passe. Ce sont des actes terroristes. Oui, c'est une politique de terreur. Vladimir Poutine veut terroriser la population, veut montrer qu'il n'arrêtera jamais cette politique terroriste. Il veut effectivement, en plein cœur de Kiev notamment, déstabiliser le pouvoir de Volodymyr Zelensky, atteindre encore plus le moral de la population ukrainienne. Et donc, on a l'impression d'une terreur sans fin qu'il veut continuer. Aucun appel à la paix internationale, y compris M. Orban qui s'est rendu à Moscou, ne sera entendu par la Russie. Vladimir Poutine met au défi l'OTAN qui se réunit aujourd'hui à Washington, en disant « je vais continuer ma politique, je n'arrêterai pas ». On va y venir dans un instant à ce sommet de l'OTAN et cette condamnation de plusieurs pays membres de l'Alliance Atlantique. Mais auparavant, Patrick Martin-Genier, quelle est la situation sur le terrain? Où en est l'avancée des troupes russes en territoire ukrainien aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'on est plus que jamais en présence d'une guerre d'attrition, c'est-à-dire que chacun tente de défendre ses positions, positions défensives pour l'Ukraine. La Russie essaye de percer le front ukrainien, mais manifestement n'y parvient pas pour différentes raisons. Ils ont dit qu'avant-hier, ils avaient repris le contrôle d'une petite ville à côté de Donetsk, mais sans véritablement le démontrer. Ils n'ont pas les moyens suffisants pour avancer, ils n'ont pas les forces. On sait aussi qu'il y a un problème de recrutement du côté des forces russes. Donc, ils n'arrivent pas à faire cette percée. Rappelez-vous qu'avant la conférence internationale pour la paix qui s'était réunie le mois dernier en Suisse, ils souhaitaient créer une zone tampon. Ils n'y sont pas parvenus. Voilà. Donc, les Russes n'arrivent pas dans leur offensive. Pour autant, les Ukrainiens tentent de façon désespérée de défendre leur position défensive. Force est de constater qu'ils ont également beaucoup de drones. Ils ont frappé récemment du côté de Belgorod, de Rostov-sur-le-Don, des infrastructures énergétiques, des raffineries, et donc ils se défendent. Mais les positions sont plutôt figées sur le terrain. Il n'y a pas d'avantage majeur pour l'une comme pour l'autre des parties. Vous l'avez rappelé, Patrick Martin-Genier, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'arsenal militaire russe. Est-ce que c'est l'une des clés du conflit aujourd'hui? Sur qui peut compter Vladimir Poutine pour réarmer ses troupes, sachant qu'il y a des sanctions internationales prises par les Occidentaux à son encontre? Vous avez vu la récente visite en Corée du Nord. Il compte énormément sur le dictateur Kim Jong-un de Corée du Nord, qui lui livre effectivement beaucoup de missiles, également de drones qui font beaucoup de dégâts. Il y a également l'Iran. Il compte sur l'Iran. Il compte également sur la Chine, qui joue toutefois un double jeu. Donc on voit bien qu'il y a une alliance, un axe du mal entre la Chine, la Corée du Nord, la Russie, d'autres pays également, dont l'Iran, qui effectivement sont prêts à fournir des drones, des armements, des munitions. Et on voit bien que c'est aussi une position de faiblesse quand une des plus grandes puissances mondiales militaires qui prétend avoir les meilleurs équipements nucléaires au monde se rend donc en Corée du Nord et est dépendant de la Corée du Nord pour des munitions et des drones. On voit bien là qu'il y a une grande faiblesse de la part de la Russie et elle ne peut pas compter effectivement sur d'autres grandes puissances, notamment la Chine, qui sait qu'elle s'expose à des sanctions internationales si elle devait rompre cette interdiction de fournir des armes, notamment des armes létales. Quels sont aujourd'hui les buts de guerre de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est encore la conquête du territoire ukrainien ou est-ce qu'il a, il a réussi, enfin, il a revu, à la baisse ses ambitions?
Je crois que Vladimir Poutine, tant qu'il sera au pouvoir, ne renoncera jamais à ses objectifs. Il voulait faire disparaître l'Ukraine de la surface de la Terre. Il souhaitait instaurer un pouvoir donc à sa solde, qui aurait été de nouveau effectivement un État satellite de la Russie. Et il a bien évidemment compris qu'il n'y parviendrait pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est de pouvoir figer la situation. C'est que dans une éventuelle négociation internationale, soit reconnue la conquête, entre guillemets, militaire des républiques annexées, notamment tout l'est de l'Ukraine, le Donbass, mais plus loin également. Il veut effectivement que ces républiques annexées soient reconnues comme étant russes, russophones en quelque sorte, complètement mis sous la domination de la Russie. C'est ce qu'il veut et il va s'attacher à remplir cet objectif, mais même celui-ci, il n'est pas certain qu'il puisse le tenir si demain les munitions, les armements promis par l'OTAN, par l'Occident, par l'Union européenne arrivent, eh bien c'est un espoir pour l'Ukraine de reconquérir ce terrain. N'oublions pas également la Crimée qui sera effectivement très difficile de reprendre. Il pense encore que la Crimée, eh bien, ne pourra pas revenir dans la souveraineté territoriale ukrainienne. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui est actuellement à Washington pour ce sommet de l'OTAN, il demande une réponse plus forte des Occidentaux face à la Russie. Il demande aussi des livraisons d'armes, notamment des avions F-16. Il peut être entendu par les Occidentaux. Que peut-on attendre de ce 75e sommet de l'OTAN vis-à-vis du soutien à l'Ukraine ? D'abord, il y aura un soutien tout à fait unanime à l'Ukraine. Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer vient de dire que donc le soutien du Royaume-Uni, qui est un élément important dans ce dispositif, serait inébranlable lui-même. Joe Biden, le président, qui n'est pas si affaibli que cela, qui a montré qu'il était en position de commandement, a encore réitéré aujourd'hui sa volonté que l'OTAN soit, je le cite, un rempart pour l'Ukraine et pour la démocratie. Effectivement, il y a d'abord ce soutien politique qui est très important et je crois savoir également que l'OTAN a pris la décision de livrer 5 systèmes de Patriot supplémentaires. C'est une décision majeure qui montre bien que l'OTAN continue à soutenir et enfin, même s'il y a des divergences, il a été dit que l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN reste effectivement un élément essentiel. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les armements arrivent le plus rapidement possible. Rappelez-vous, il y a un mois et demi, le Congrès des États-Unis a effectivement enfin décider d'une rallonge budgétaire de plus de 60 milliards de dollars. Il faut que les F-16, il faut que les munitions arrivent le plus rapidement possible. C'est bien évidemment ce que demande le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a dit qu'il ne fallait pas attendre l'élection présidentielle du 5 novembre prochain pour continuer à aider l'Ukraine. L'urgence, c'est maintenant et ce n'est pas au mois de novembre, a-t-il répété. Jusqu'où peuvent aller les Occidentaux dans leur soutien à l'Ukraine ? Est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'ils ne pourront pas franchir ? Je crois que la ligne rouge, c'est toujours la même, bien qu'on a vu que cette ligne pouvait être mouvante, qu'elle pouvait bouger. Mais la ligne rouge aujourd'hui, manifestement, c'est le fait de ne pas envoyer de troupes en Ukraine sur le terrain, même si on sait très bien qu'il y a des instructeurs pour aider, des instructeurs américains, des instructeurs autres, français notamment. Eh bien, la ligne rouge, c'est qu'il n'y aura pas d'envoi de troupes américaines ou de l'OTAN en tant que telles sur le terrain, ce qui ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, si la situation devait devenir critique, cette ligne rouge ne pourrait pas bouger et surtout que quelques pays pourraient chercher à monter une coalition pour envoyer, le cas échéant, des troupes sur place. C'était ce que recherchait le président de la République française, M. Macron, mais dans une situation aujourd'hui affaibli sur le plan de la politique intérieure, il cherchait à monter une coalition et pour l'instant, on n'est pas allé plus loin. Patrick Martin-Genier, l'incertitude plane quant à l'issue des résultats des élections américaines. Est-ce que dans le cadre de cette campagne électorale, Joe Biden est apparu très affaibli lors du débat avec Trump? Est-ce qu'il pourrait faire un pas de côté dans son soutien à l'Ukraine pour ne pas effrayer ceux de ses électeurs qui seraient hostiles à la participation américaine au conflit ukrainien, à une aide renforcée à l'Ukraine?
Écoutez, je pense qu'il ne peut pas reculer aujourd'hui. Il s'est engagé. Il avait appelé le Congrès des États-Unis à voter cette rallonge budgétaire. Encore, il a été annoncé, ces patriotes supplémentaires, d'une défense aérienne renforcée. Il n'est pas exclu qu'il envoie également des avions. Il est demandé des F-16. Je pense que ces F-16 vont finir par arriver. Non, Joe Biden, en quelque sorte, reste sur sa ligne de conduite, qui est celle, il ne peut pas en changer parce que c'est important. C'est la ligne des démocrates aussi de continuer à aider l'Ukraine, ce qui ne veut pas dire que s'il y avait une nouvelle majorité au Congrès dans la foulée après des élections présidentielles du mois de novembre, cela ne pourrait pas changer. On voit que le Congrès aujourd'hui demande des comptes à Volodymyr Zelensky. Donc je pense que tout en ménageant le Congrès, tout en ménageant sa base électorale, parce que naturellement ce qui compte aux États-Unis, c'est la santé de l'économie, c'est l'emploi, ce sont les entreprises, eh bien il ne changera pas de sitôt sa politique, en tout cas sa ligne rouge de ne pas envoyer de troupes. Ça, effectivement, il ne se départira pas de cette position qui est de ne pas envoyer de soldats américains, car ça, les Américains n'en veulent pas pour l'instant. Et si c'était Donald Trump qui était élu en novembre prochain, est-ce que ça modifierait profondément l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine? Oui, je pense que cette nature a changé fondamentalement la position des États-Unis, mais vous savez, je crois que Donald Trump, dans l'hypothèse où il serait élu, est capable de tout et de son contraire. On l'avait bien vu il y a quelques années lorsqu'il était président lors de ce sommet d'Helsinki, qu'il avait rencontré donc Vladimir Poutine tout à fait tout seul, en dehors des services diplomatiques. Il est capable de tout. Il est capable de dire j'abandonne l'Ukraine, il faut se mettre d'accord, puis en même temps, il est capable de taper du poing sur la table. Il est tellement inattendu qu'il est capable aussi de faire preuve d'une grande fermeté. Donc, la situation est tout à fait incertaine. Il est capable de tout, mais il est vrai que lorsqu'il parle aujourd'hui dans le cadre de cette campagne, eh bien, sa position dominante est de dire qu'il faudra bien à terme que l'Ukraine accepte une négociation, un compromis territorial. Un mot sur la France, Patrick Martin-Jeunier, qui traverse également une période d'incertitude politique, dans l'attente d'un nouveau gouvernement dont on ignore encore quelle en sera la couleur politique. La parole d'Emmanuel Macron, qui est attendu aujourd'hui à Washington, dans ce contexte politique intérieur très complexe, est-ce qu'elle est toujours audible au niveau international? Est-ce qu'elle n'est pas un peu affaiblie? La politique de M. Macron, vous Oui, avez dit, c'est oui, oui, ça? oui. Oui, Macron. excusez-moi, parce que j'ai eu une Pardon, petite oui, interruption. Oui, la position de la France, manifestement, est affaiblie. Lorsque vous vous rendez à un sommet de l'OTAN, ou même à un Conseil européen, qui n'aura pas lieu d'ailleurs avant le mois d'octobre, désormais, il pourrait y avoir un Conseil européen extraordinaire, que le président de la République soit seul, sans aucun gouvernement de plein exercice, oui, c'est de nature à affaiblir la France, non pas les pouvoirs du président de la République, mais il est vrai, au regard de la Constitution, qui donne au Premier ministre et au gouvernement un rôle important dans la détermination et la conduite de la politique de la nation. Manifestement, oui, ça l'affaiblit. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il se retrouve dans une situation extrêmement précaire, difficile sur le plan constitutionnel. Donc, on ne va pas dire que ça le renforce. Non, au contraire, ça affaiblit la France. C'est pour ça qu'il est urgent. Il est urgent de former un gouvernement. C'est aussi pour cela que le ministre britannique des Affaires étrangères ne s'est pas rendu en France lorsqu'il a fait ses premières visites en Pologne, en Allemagne, en Suède et aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'il sait très bien que pour l'instant, eh bien, la position de la France est très fragilisée. Une toute dernière question avec vous, Patrick Martin-Jeunier. Est-ce que dans l'hypothèse d'une cohabitation avec un gouvernement de gauche, le président Macron pourrait continuer à imposer sa ligne en politique étrangère, notamment dans le cas précis de l'Ukraine? Ah non, je ne pense pas, parce que vous savez, on a pour habitude de dire qu'il y a des domaines réservés du chef de l'État. C'est ce que disent les constitutionnalistes. Moi-même, j'ai enseigné le droit constitutionnel, mais en réalité, on l'avait bien vu lors des différentes cohabitations. Même la politique étrangère, même la politique européenne fait l'objet d'une discussion entre les deux têtes de l'exécutif. Si demain, il y a une majorité plutôt défavorable à une rallonge budgétaire à l'Ukraine, ils devront en discuter, ils devront tomber d'accord. Et ça, effectivement, c'est une discussion républicaine. Le chef de l'État, chef des armées, ne pourra pas faire comme si il n'y avait pas un gouvernement de cohabitation. Il devra négocier avec lui, même s'il est essentiel que la voix de la France reste unique à l'international. Manifestement, il devra là aussi partager ses conceptions, ses analyses, son pouvoir avec le nouveau gouvernement, qui pourrait être effectivement un gouvernement de cohabitation.
Merci Patrick Martin-Genier pour cet éclairage et cette analyse sur les enjeux de cette guerre qui se poursuit entre l'Ukraine et la Russie. Je rappelle que vous êtes professeur en droit public à Sciences Po, spécialiste de géostratégie et que l'un de vos derniers ouvrages publiés en 2023 s'intitule « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée.